Minister Paradis. Bienvenue à tout le monde, bienvenue Monsieur le Ministre, chers coparrains de cette conférence, à savoir la coalition humanitaire, qui est un consortium de CARE Canada, Oxfam Canada, Save the Children Fund, également le Centre de recherche international de développement et l'Institut de recherche concernant les crises humanitaires et l'assistance. Et je souhaite la bienvenue à nos intervenants et membres des panels de l'ensemble du pays et du monde entier, dirais-je, qui seront des nôtres également par le truchement du webinaire. Je suis Khalil Sharif, je suis PDG de la Fondation de l'Aga Khan pour le Canada et je suis heureux et honoré de vous accueillir aujourd'hui à cette 23e conférence et également à la délégation de l'Imama de Ismaïlia. Et au nom de notre réseau, au nom de la Fondation de l'Aga Khan pour le Canada et des organismes humanitaires que nous représentons, nous sommes très heureux d'accueillir conjointement cette conférence avec les institutions que je viens de mentionner, des institutions éminentes. Et nous traversons une période de crise qui soit à la fois naturelle et violente. Et Monsieur le Ministre, merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous aujourd'hui. Je sais que durant vos voyages, vous avez pu observer quelle est l'importance de l'aide humanitaire accordée par le Canada au monde entier. Et je voudrais dire que cette conférence est une nouvelle illustration de la force de notre communauté humanitaire et de son désir de continuer son expansion. Et ça fait 2 semaines que notre webinaire et notre congrès et cette journée sont maintenant affiches complets. Et donc, cela montre bien qu'il y a urgence à intervenir. Et donc, nous nous attendons à 2 journées de dialogue. Et je voudrais commencer de façon très humble, mais avec audace, vous proposer quelques réflexions sur les choses qui devraient faire partie de nos priorités durant nos délibérations. Et pour commencer, je dirais que les intervenants et les participants qui sont ici réunis sont quand même un aréopage éminent. Vous pourrez le voir sur la brochure qui représente donc tout de même un florilège d'expérience et de compétences et j'espère que tout le monde saura profiter de ces compétences lors des séances officielles et lors de nos séances en atelier. Mais je voudrais quand même que nous orientiez nos panélistes vers l'action pour démontrer la qualité, l'importance de notre travail et que nous nous engagions à agir de façon concrète durant le temps que nous passerons ensemble. En deuxième lieu, je voudrais souligner que nous avons choisi le bon moment pour cette conférence parce que nous avons lancé un grand nombre de dialogues qui peuvent être renseignés par nos délibérations. Et l'agenda post-2015 va être élaboré au cours de l'année prochaine. Nous avons commencé la préparation du sommet humanitaire de 2016 et nous nous tournons vers le Japon de manière à actualiser le cadre concernant la réduction des catastrophes. Et donc, nous voulons essayer de faire un modèle, d'établir un modèle pour la pratique à l'échelle mondiale dans notre domaine. Enfin, permettez-moi de m'attarder quelques instants sur ce qui constitue les principaux défis de notre communauté humanitaire. Il est urgent et nécessaire de continuer d'affiner notre aptitude à répondre aux crises dans le monde entier et ici au pays. Cependant, parallèlement, j'espère que nous allons pouvoir essayer de mettre en œuvre les compétences et l'expérience du groupe réuni ici pour affronter les questions de savoir comment nous pouvons mieux prévoir, mieux empêcher et mieux également atténuer les effets des crises. Parce que c'est nous qui sommes les experts des effets et des conséquences des crises, de leur dynamique et également des méthodes qui permettent de les affronter. C'est à nous de mettre cela en œuvre de manière à atténuer les conséquences des crises ou les empêcher si possible. Et s'agissant de la prévision, de la prévention et de l'atténuation, tout cela, ce sont des choses dont la nécessité est illustrée par la misère dont souffre l'humanité à l'échelle mondiale.
et dont étude après étude démontre l'efficacité des interventions précoces. Et la Banque mondiale pense que les investissements et les mécanismes d'alerte avancée permettent de réduire les conséquences 36 fois. Et la Chine investit 3 milliards pour la protection des inondations, ce qui a permis d'économiser plus de 12 milliards de dollars. Et même les sites écologiques qui ont été dépensés pour la réduction des catastrophes, chaque euro permet d'économiser 7 euros. Donc je pense qu'au plan économique, l'équation est claire. Enfin, il y a les cas concrets et notre aptitude à profiter de cela, à en gagner en influence grâce à cela. C'est quelque chose qui est plus fort que jamais. Et donc, nous avons eu des occasions innombrables d'améliorer la façon dont nous prévoyons les catastrophes et dont nous les empêchons. Et l'organisation sociale au niveau public et privé est quelque chose qui avance à grands pas, avec des méthodes de construction, des alertes avancées, la microgestion, ainsi que un énorme éventail de mécanismes qui nous permettent également d'arrêter soit les pandémies, soit les conflits sociaux. Donc nous n'avons jamais eu autant d'outils à notre disposition pour permettre aux professionnels, comme les personnes réunies ici, de s'attaquer de façon sérieuse et à long terme pour atténuer ces catastrophes. Et je ne pense pas que la question se pose uniquement pour un seul panel ou pour un seul intervenant ou un seul conférencier. Je pense que c'est l'ensemble des personnes réunies ici qui, selon moi et à mon humble avis, devraient jouer le rôle d'intervenant direct pour nos délibérations. Donc, veuillez donc accepter une fois de plus ma bienvenue la plus chaleureuse et vous dire que j'espère moi-même que nous allons tenir la barre très haut pendant les 2 prochains jours. Tout d'abord pour maintenir notre engagement, pour agir et obtenir des résultats concrets. Et en deuxième lieu, pour maintenir notre dialogue avec les processus à l'échelle mondiale et également essayer de préparer des mécanismes de réaction plus efficaces en matière de prévision, de prévention et d'atténuation. Donc, soyez les bienvenus à notre conférence. Et donc, je suis très heureux de dire à toutes les délégations que nous sommes encore une fois heureux de les accueillir. Et j'aurai l'honneur de donner la parole à mon éminent collègue, Rosemary McCartney, qui est PDG de Plan Canada et président de la coalition humanitaire, qui va présenter le ministre. Merci. Thank you, Khalil, for welcoming. Merci, Khalil, de cet accueil dans cet endroit merveilleux qu'est la Fondation. Et nous allons pouvoir profiter de cet attribut pendant les 2 prochains jours. À tous. C'est mon grand plaisir comme présidente de la coalition humanitaire de Plan Canada, d'Oxfam Québec, Oxfam Canada, Care Canada et Save Canada d'introduire notre ministre pour le développement, ministre Christian Paradis. Ministre Paradis, en fait, apporte l'autre pour la francophonie. And it is the latter that has preoccupied him the last few weeks at the biennial summit of the 80-some member nation Francophonie. Minister Paradis, for those of you who are visitors to Canada. Ministre Paradis, pour ceux d'entre vous qui êtes de passage au Canada, a joué un rôle essentiel, est la cheville ouvrière pour l'élection de Madame Michaëlle Jean à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie dimanche dernier. Et donc, je vais demander au ministre ce matin s'il était content. Oui, il continue de s'en réjouir grâce à lui. Aujourd'hui, nous vous accueillons ici chez vous, Monsieur le ministre, pour cette conférence importante qui réunit les meilleurs spécialistes en matière d'action humanitaire au Canada qui interviennent dans le monde entier, ainsi que des experts éminents d'envergure internationale. Et hier, les experts canadiens se sont réunis lors d'une session spéciale pour parler du réseau canadien de réponse à l'échelle internationale. Donc, c'est une grande semaine et très importante pour le cercle humanitaire au Canada. D'avoir le ministre du Développement parmi nous aujourd'hui. Donc, merci pour votre présence ce matin. And please join me now in welcoming. Veuillez applaudir avec moi le ministre et le souhaiter la bienvenue, ministre du Développement international et de la francophonie, Christian Paradis. Merci beaucoup, Rosemary, pour vos bons mots. Ça fait vraiment plaisir, effectivement. C'est une belle victoire pour le Canada
en fin de semaine qui s'est produite dimanche dernier. Je pense que c'est un honneur. On peut être fiers, tous les Canadiens, d'avoir pu avoir une candidate gagnante à la tête dorénavant de la francophonie. Good morning. Of course, it's a pleasure for me. Bonjour, bien sûr que je suis ravie d'être ici avec vous au foyer de la Fondation Aga Khan. C'est un grand privilège. Je suis ravie de pouvoir partager la tribune avec vous. Il y a un peu plus d'un an, j'ai assumé mon nouveau portefeuille. Et je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. J'avais moi-même témoigné de l'importance de l'aide humanitaire face aux catastrophes dans le monde. Ce village de lac Mégantic a connu une terrible tragédie avec la mort de 47 résidents. Et lac Mégantic est dans ma circonscription. Donc, cela m'a vraiment permis d'apprécier le travail que vous faites. Et depuis, mon appréciation n'a cessé de croître. Moi, j'étais sur place quelques heures après la tragédie. Je voyais des gens en état de choc qui cherchaient des conseils. Je voyais que les responsables de la Croix-Rouge étaient aussi sur le terrain dans les minutes qui ont suivi la tragédie. Et je suis très reconnaissant pour vos efforts. Et partout où je vais, je suis fier d'être Canadien quand je vois ce que vous faites. Et je suis très privilégiée de chapeauter le ministère qui appuie les organisations humanitaires au Canada pour que nous puissions aider la population dans les différents pays du monde. Ils sont sur le terrain jour après jour, année après année, et on sait qu'ils mettent leur vie en danger pour aider ceux qui en ont le plus de besoin. Your actions for people. Vos actions à l'endroit des gens qui ont besoin de votre aide correspondent vraiment aux valeurs canadiennes. Quand nous nous sommes réunis à la première conférence humanitaire il y a un an, je suis convaincue que nous n'aurions jamais pu imaginer ce qui allait se produire dans le monde au cours de la dernière année. L'échelle des conflits que nous avons observés et leurs incidences sur les hommes et les femmes et les enfants dépassent largement notre imagination et tout ce que nous aurions pu penser. Le nombre de catastrophes naturelles dans le monde a également augmenté. À mesure que nous arrivons à la fin de 2014, je pense qu'il est juste de dire que cette année a été particulièrement difficile pour la communauté humanitaire. En 2013, le gouvernement du Canada a fait des contributions dans 54 pays du monde, y compris en Syrie, en Afrique centrale, et nous avons aussi réagi à 25 catastrophes naturelles, y compris aux Philippines, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincent et à Dominica. Et plus récemment, la crise Ebola nous amène à réagir à de grandes urgences médicales et ses conséquences humanitaires. Du virus Ebola en Afrique de l'Ouest a pris une envergure sans précédent. Les conséquences de cette crise sur les plans humanitaires, sociaux et économiques se feront sentir d'ailleurs longtemps après son confinement. Mais dès le début, le Canada a reconnu les risques posés par l'éclosion et nous étions d'ailleurs parmi les principaux donateurs dans les interventions mondiales mises en œuvre en Afrique de l'Ouest. Je suis content de voir que bon nombre des sujets que vous allez aborder lors de la conférence concernent justement les conséquences de cette augmentation de la demande et de quelle façon nous pourrons travailler ensemble pour avoir plus d'impact. Et je suis convaincue que vos discussions au cours des prochains jours vont influencer les idées qui seront proposées lors du sommet en 2015. Je sais que vous apportez toute une grande contribution à la réflexion dans ce domaine. Et le Canada mise sur vous tous, universitaires, acteurs humanitaires et ONG. Nous comptons sur vous pour trouver des solutions et de nouvelles approches face à un monde qui a vraiment besoin de votre aide. Que nous n'abandonnions pas les personnes dans le besoin. Et en tant que nation, le Canada est résolu à offrir une aide humanitaire qui se traduira par une intervention rapide en cas de crise, tout en répondant aux besoins les plus pressants des populations touchées. As you know,
Being effective with our Comme vous le savez, assurer une aide efficace est la pierre angulaire de notre aide humanitaire. Et maintenant, nous avons encore plus la responsabilité de réagir et de réfléchir à ce qu'on peut faire pour améliorer l'efficacité de nos actions en cas de crise. Des conflits comme ceux qu'on observe en Syrie et en République centrale africaine ont donné lieu à de grands déplacements humanitaires, ce qui a créé des difficultés pour la population civile. Comme vous le savez, ces situations sont extrêmement complexes. Et en situation de conflit, ce sont les résidents qui en souffrent le plus. Les gens sont abusés, exploités et violés. Il y a des menaces permanentes pour les femmes et les filles. Et nous devons faire plus pour protéger les populations locales dans de telles situations. Nous devons assurer la meilleure aide possible à ceux qui sont touchés par la violence. Nous devons aussi continuer en tant que pays à exiger que les populations locales aient toujours accès à l'aide dont ils ont besoin. Un accès sécuritaire signifie que des actes de violence contre les travailleurs humanitaires doivent cesser. Les attentats de l'État islamique nous rappellent le risque grandissant pour les travailleurs humanitaires. Je suis choquée de voir que ceux dont la mission consiste à aider les autres visent délibérément les travailleurs humanitaires, non seulement en Syrie, mais ailleurs. La perte d'un seul travailleur humanitaire n'est pas acceptable et le Canada continuera à condamner de tels actes. La vie d'un seul travailleur humanitaire est inacceptable. Et le Canada continuera de condamner fermement ces actes. Civilian human rights are often violated. Souvent, les droits des civils sont violés, tout comme l'accès à l'aide humanitaire est refusé. À mesure que nous essayons de protéger l'espace humanitaire, le respect de certains principes fondamentaux est essentiel. Et c'est pour cela que le Canada va continuer à aider les organismes qui défendent les principes de base dans ce domaine. Tout comme les défis pour les civils vont en grandissant, eh bien, à la fin de 2013, il y avait plus de 23 millions de personnes déplacées dans le monde. Le nombre de réfugiés avait atteint 16,7 millions et la moitié de ces personnes déplacées sont des enfants. Ces conflits et les catastrophes naturelles créent des pressions énormes pour le système humanitaire, y compris pour les donateurs. Dans les années qui viennent, notre succès dépendra de notre capacité à dépasser les approches traditionnelles et à devenir expert dans le domaine de l'adaptation et de l'innovation. J'ai beaucoup aimé ce que Khalil a dit au sujet des premières mesures. Je pense que nous devons essayer d'explorer toutes les possibilités à ce sujet. Mais l'innovation doit aller de pair avec de plus grands partenariats. Et nous devons tous être à l'origine de ces changements. La société civile et une part importante du programme d'aide du Canada est investie dans des activités faisant intervenir les organisations de la société civile. Le Canada collabore avec des partenaires humanitaires chevronnés qui sont sur le terrain, qui ont les compétences et la capacité requise pour réagir rapidement et efficacement et surtout qui ont accès aux bénéficiaires. Nos partenaires comprennent des organismes humanitaires des Nations unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et bon nombre d'ONG canadiennes et internationales. In June 2012, my department announced Juin 2012, notre gouvernement a annoncé un partenariat stratégique afin d'améliorer l'aide humanitaire de façon à ce qu'on puisse intervenir plus efficacement dans des situations où des vies sont à risque. L'un des objets du partenariat consiste à aider la Croix-Rouge pour que les responsables puissent intervenir plus rapidement en cas de conflit. Ce partenariat nous amène à faire une meilleure planification
et une meilleure préparation face aux risques. Et il ne fait aucun doute que cela a permis d'aider la capacité du Canada à réagir rapidement et efficacement face aux crises humanitaires. Mais à mesure que le nombre de crises augmente, les ressources deviennent de plus en plus rares. C'est la raison pour laquelle il est tout à fait critique que l'on travaille ensemble et qu'on profite des forces des uns et des autres. Il est également essentiel de faire plus de manière cohérente. Je crois personnellement que nous devons non seulement miser sur nos partenaires expérimentés, mais aussi mobiliser de nouveaux partenaires. Et le Canada s'engage à travailler avec de nombreux intervenants clés, y compris la société civile, les organisations multilatérales et d'autres donateurs, pour explorer la possibilité d'établir de nouveaux partenariats, y compris avec le secteur privé. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de présider une table ronde sur l'Ebola quand j'étais en Afrique la semaine dernière, et il y a deux mots qui ont été répétés sans arrêt, soit la solidarité et des partenariats novateurs. Voilà ce qu'il faut faire pour aller plus loin. Ensemble, nous pourrons trouver de bonnes solutions face aux défis du développement et de façon à assurer des résultats concrets pour les hommes et les femmes qui dépendent de nous. Je suis donc ravie d'annoncer un projet avec la coalition humanitaire consistant à chercher de nouveaux moyens de collaboration entre les organisations humanitaires et les sociétés canadiennes. La mise en œuvre d'un projet de concert avec la coalition dis-je, humanitaire qui vise à repérer des domaines précis pour accroître la collaboration entre les organisations non gouvernementales et les sociétés canadiennes. Ce projet favorisera une compréhension fondamentale des capacités et de la motivation de chacun. Quand on parle d'aide intelligente, c'est justement ce genre de véhicule qui nous permettra de la déployer. Forte du nouveau soutien du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, la coalition humanitaire mène des recherches dans des domaines propices à la collaboration, offre des ateliers qui réunissent des collaborateurs éventuels et met à l'essai ses partenariats avec le lancement d'une ou deux initiatives. Voilà le type d'innovation que nous devons encourager. As we encounter new challenges, à mesure que nous rencontrons de nouvelles difficultés, cette collaboration devient plus critique. C'est pour cette raison que le Canada va continuer à insister sur les principes de base de l'humanitarisme, soit l'indépendance et la neutralité. Chers amis, je peux vous dire qu'en tant que ministre canadien du Développement international, je suis ravi de pouvoir miser sur vous, nos partenaires, pour faire une différence dans le monde. Je suis fier d'aller dans le monde et de me faire dire que le Canada est efficace et généreux pour ce qui est d'offrir de l'aide humanitaire. Et c'est justement grâce à votre participation, et je tiens à vous en remercier, et j'insiste sur le fait que je veux travailler avec vous parce que nous devons trouver des moyens d'être encore plus efficaces et novateurs. Alors, cette conférence va nous permettre de renforcer davantage nos approches collaboratrices et améliorer notre action humanitaire. Je vous encourage à profiter le plus possible des 2 prochains jours en essayant de trouver de nouveaux moyens de travailler ensemble. C'est sûr que nous faisons face à de grands défis, mais nous possédons également des ressources incroyables et d'excellentes idées dans cette salle. Partie des 2 prochains jours en communiquant vos idées et en trouvant de nouvelles façons de collaborer. Oui, il y a plus de défis, mais avec des moyens encore mieux concertés, on sera certainement à même de les surmonter. Merci beaucoup. Thank you. Have a nice conference. Thank you very much. Merci beaucoup. Wow. Je suis vraiment touché de pouvoir vous voir tous aussi ici aujourd'hui dans cette superbe pièce. C'est extraordinaire, c'est vraiment l'aboutissement d'un travail extraordinaire pour monter une conférence que je crois va vraiment rassembler notre communauté. Et c'est un honneur vraiment de pouvoir participer ici aujourd'hui avec vous et de pouvoir suivre Khalil qui nous a accueillis ici aujourd'hui, Rosemary qui représente vraiment les membres de la coalition et Monsieur le ministre, votre allocution qui nous rappelle les principes qui nous
motive aussi tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. It's really amazing to be here today. C'est quand même incroyable de pouvoir être ici. Ça fait 1 an après notre première tentative à tenir une conférence humanitaire. Et donc, nous voyons ici quel est l'enthousiasme de notre communauté face à ces questions. Et je veux dire que ça me frappe et ça me rend tout à fait convaincu de ma petitesse face à cela, parce que nous sommes très heureux d'être accueillis aussi gracieusement par la Fondation de l'Aga Khan pour le Canada. C'est une garantie de succès de notre réunion. Et donc, les membres de la coalition humanitaire sont convaincus qu'il faut travailler pour la communauté. Ils croient également à la cohésion de notre communauté et cela donne l'occasion de communauter et d'échanger. De plus, cela n'aurait pas été possible sans le travail constant accompli par le CRDI qui poursuit son travail depuis la dernière conférence et qui nous appuie aujourd'hui. Alors, certes, les acronymes sont toujours un petit peu compliqués. L'Observatoire canadien pour les crises et l'assistance humanitaire. Voilà. Is a French one. Et donc, c'est un acronyme. Et donc, l'OCA est l'un des cercles de réflexion les plus importants au Canada dans ce domaine. Et donc, comme cela, comme volet académique, qui peut agir grâce à l'appui du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Ici, avec la majorité des acteurs humanitaires canadiens. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent. Pour continuer un dialogue commun, essentiel à la poursuite de notre mission collective, de servir les personnes les plus démunies en temps de désastre, qui sont accablées par les situations auxquelles elles font face. Nous partageons tous, je le sais, une passion commune, chacune et chacun dans cette salle, pour aider les plus vulnérables dans les moments les plus difficiles de leur vie. Et on est unis par le partage de ces valeurs. Et il faut s'en souvenir. Notre engagement vraiment à cette entreprise humanitaire. Et c'est quelque chose qu'on va distinguer par rapport à l'entreprise du développement, je suis certain, sur les prochains jours. On est unis dans cet engagement et avec des principes communs. Et je veux en parler un peu parce que justement, Monsieur le ministre, vous y avez fait allusion et vous les avez nommés. C'est très important pour nous, ces principes. À cette considération pour une passion commune pour les principes humanitaires, je veux rajouter ma propre passion, et c'est celle de la collectivité et notre potentiel collectif, que je crois immense et que je ne crois pas exploiter à son avantage. Et je crois qu'aujourd'hui, et ces quelques jours vont nous aider à avancer sur ces objectifs que nous avons. Je crois que nous sommes vraiment plus forts ensemble, qu'aujourd'hui, on va pouvoir explorer ça. Et qu'ensemble, on peut vraiment surmonter nos différences, à la fois individuelles et aussi institutionnelles, que je crois, en fait, parfois sont assez importantes. Obviously, given the challenges of the humanitarian system, et compte tenu des défis auxquels est confronté le système humanitaire aujourd'hui, et ceci, on l'a vu, on l'a entendu, et donc Rosemary, le ministre, et on nous l'a déjà souligné ce matin, qu'il s'agisse du changement climatique et des catastrophes qui affectent de plus en plus les populations urbaines. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail parce que des personnes vont nous en parler en détail et de façon encore plus compétente au cours des prochains jours. Mais je pense que c'est ceci qui est le contexte de notre conversation au cours des prochains jours. Le Canada a sorti un rapport qui inclut son premier chapitre sur l'assistance humanitaire du Canada. Et j'aimerais dire qu'on a parfaitement planifié la séquence pour que notre conférence suive exactement après. Non, on n'était pas, hélas, aussi prévoyant que ça. Mais je crois que ça nous donne un important contexte, c'est-à-dire que c'est un sujet qui est important non seulement pour nous, mais aussi pour d'autres dans le pays qui surveillent ces sujets-là. Et c'est un rapport qui nous offre une perspective importante et indépendante, c'est-à-dire un tiers parti qui a regardé l'assistance humanitaire du Canada et qui dévoile simultanément le rôle essentiel et important de notre gouvernement et de notre pays dans ce secteur-là, et aussi quelques recommandations qui, je crois, sont valides sur les points d'intérêt que nous devons retenir. Et surtout, j'ai retenu un point autour de l'importance capitale de la rapidité du financement en humanitaire. Et je crois
crois que c'est simplement quelque chose qui nous touche tous, je crois, en tant qu'humanitaires dans cette communauté. Les délais coûtent des vies. Et on le sait tous très bien, et c'est un facteur qui nous influence dans nos activités en tant qu'humanitaires. Et quand on regarde nos opérations, nos systèmes, comment on est formé, ce besoin de rapidité est capital pour nous. C'est vraiment aussi simple que ça, les délais coûtent des vies. Mais comme vous l'imaginez bien, je suis de très près les développements humanitaires au Canada. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je crois que ce rapport fait vraiment bonne figure de la place du Canada en tant qu'acteur humanitaire dans le monde. Et c'est un très bon rapport qui identifie les immenses contributions de notre gouvernement, entre autres qui reconnaît son engagement aux 4 principes humanitaires et au Good Humanitarian Donorship, qui reconnaît aussi l'engagement du gouvernement du Canada à allouer son financement humanitaire selon les besoins et de façon les plus rapides possible et avec des partenaires chevronnés et reconnus et fiables. C'est quelque chose que nous cherchons toujours dans la communauté et c'est bien de le voir reconnu par une tierce partie. Ce rapport aussi identifie qu'en moyenne, sur les 3 dernières années, le gouvernement du Canada a alloué plus de 567 millions de dollars à l'assistance humanitaire. C'est énorme. Je vous rajouterai aussi à ça que, en aparté peut-être, que le poids de l'humanitaire dans l'enveloppe de l'assistance au développement du Canada a augmenté dans les dernières années. En 2006, c'était 6 % et maintenant c'est rendu à 14 % selon le Global Humanitarian Assistance Report. And I think I was just speaking about the auditor. Et je parle du rapport du vérificateur général de la semaine dernière qui nous a donné, à titre de communauté, l'occasion de souligner et de mettre en relief l'importance de l'aide humanitaire en matière pour les survivants à des catastrophes naturelles, et ceci doit être appuyé et sous-tendu par les principes humanitaires d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Et c'est quelque chose, Monsieur le ministre, que vous avez souligné et je vous en sais gré. Et j'ai été frappé de voir dans ce rapport comment la première avait souligné ces principes fondamentaux parce qu'ils sont des principes qui nous déterminent. Et donc, nous devons les garder gravés dans notre esprit et dans notre cœur à mesure que nous poursuivons nos délibérations au cours des prochains jours. Et, Monsieur le ministre, nous avons remarqué, et dûment remarqué qu'au cours des dernières années, vous avez beaucoup plus évoqué ces principes qu'on l'avait fait auparavant dans nos rapports avec le gouvernement. Et donc, l'année dernière, vous avez dit que, effectivement, l'importance que vous donniez à cela est ce qui place les principes humanitaires au cœur même des décisions que nous devons prendre en tant que travailleurs humanitaires. Et nous devons également avoir les moyens d'appliquer ces principes. Donc nous avons tous le même objectif, sauver des vies, protéger la dignité humaine. Et le système humanitaire mondial n'a jamais été aussi bien équipé pour atteindre ces objectifs et de façon concrète, mais en même temps, la vulnérabilité à l'échelle de l'humanité à l'échelle mondiale n'a jamais été aussi aiguë. C'est pourquoi nous devons en faire davantage et nous avons d'immenses défis à affronter et il n'y a pas de temps à perdre parce que nous devons avancer, nous devons faire de notre mieux pour avoir davantage d'impact et d'influence et nous devons également respecter nous-mêmes nos principes humanitaires fondamentaux. J'espère qu'on entendra parler beaucoup au cours des 2 prochains jours. Et nous devons également comprendre ce que nous faisons bien. Nous devons savoir également ce que nous faisons moins bien, avec moins d'efficacité, de manière à poursuivre notre amélioration. Et donc, nous devons faire le point sur le passé pour planifier l'avenir en tant que collectivité. Ceci est une chose importante parce que nous devons être conscients de nos moyens en tant qu'organisme, au sein de notre organisation, bien sûr, mais également à titre collectif. Et cette conférence nous donne l'occasion de le faire de manière à transcender les barrières institutionnelles. C'est pourquoi je suis tellement impatient que nous passions à nos travaux, à nos délibérations, parce que cela nous permettra d'élargir notre sphère d'action. Et le Canada a un rôle moteur dans ce domaine, avec notamment le ministère des Affaires étrangères, mais il y a également la communauté humanitaire du Canada
à laquelle je veux rendre hommage. Et vous avez entendu parler, Rosemary parler du réseau de réaction, le réseau Pager. Et donc, qui a changé de nom récemment. Et donc, qui regroupe, qui fédère plus de 30 organisations. C'est un réseau remarquable, puisqu'en l'espace de 15 ans que ce réseau Pager a été fondé. Et le gouvernement canadien met l'accent sur l'aide humanitaire à travers le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, mais également par le truchement du ministère de la Défense. Et un certain nombre d'universités ont mis sur pied des programmes d'aide humanitaire, par exemple l'UQAM, Guelph, Laval, McGill. Et nous avons donc une communauté humanitaire importante et solide au Canada. Et les Canadiens joue un rôle de premier plan à l'échelle mondiale. Et c'est certainement quelque chose qui mérite d'être souligné. Et le ministre a évoqué également notre participation avec le secteur privé et les entreprises canadiennes, car il y a un rôle à jouer pour les entreprises canadiennes. Et c'est quelque chose qui mérite d'être mieux défini. Et c'est un sujet que je suivrai de très très près moi-même au cours des 2 prochains jours, notamment demain. Les acteurs humanitaires ont d'importantes et uniques contributions à faire au monde et au système humanitaire. Je crois qu'on a une particularité ici. On a nos pieds solidement dans 2 traditions humanitaires, la tradition française et la tradition anglo-américaine. On est un rare pays qui chevauche ces 2 intérêts-là et ces 2 traditions-là. Nous sommes connectés aux 4 coins du monde avec des partenaires et des présences partout dans le monde. Nous superposons des valeurs humanitaires sur notre identité nationale. Nous sommes respectés de par le monde pour nos contributions en temps de crise. On a toutes les raisons d'être fiers et motivés dans notre travail humanitaire. But I think if you scratch the surface a little bit, mais je pense que si l'on regarde les choses de plus près, mais on peut dire que notre communauté est véritablement inspirée et dynamique. Et je voudrais en parler. Je voudrais dire que je peux dire quand même qu'il y a des milieux qui savent interagir entre eux à l'échelle mondiale. Cependant, les liens entre les différents acteurs humanitaires canadiens peuvent parfois être quelque peu cloisonnés, ce qui réduit l'efficacité de notre action et les agences humanitaires canadiennes. Et souvent, ces agences sont exportées, sont le résultat d'exportation d'autres pays et s'exportent aussi. Pensez aux grandes organisations humanitaires au Canada, ce qui veut dire que nous devrions consacrer davantage de temps à échanger et à coopérer davantage avec nos homologues internationaux, mais également entre nous, ici au Canada. Parce que les travailleurs humanitaires du Canada n'ont pas suffisamment l'occasion de coopérer. Je pense qu'il est bon que nous nous réunissions comme nous le faisons ici, mais il faut travailler encore. Et donc, je pense que maintenant, nous espérons pouvoir élargir ce cercle de manière à incorporer également le monde universitaire et les autres acteurs, également les experts conseils. Malheureusement, je dois dire qu'en dépit des capacités, des compétences et des connaissances que nous avons dans notre pays, je crains que le dialogue concernant les questions humanitaires soit insuffisant. Il convient de le renforcer et de l'améliorer. Et donc, nous avons établi depuis l'an dernier donc cette collaboration, mais nous n'avons jamais eu véritablement de dialogue jusqu'à l'année dernière. Or, cela fait partie de l'éthos et de la philosophie fondamentale des Canadiens, donc je suis très heureux que cette manifestation se déroule aujourd'hui. Et même si nos collègues de la communauté de développement international, qui est ici en grande partie représentés, savaient vous unir pour lancer des initiatives comme le MNCH, eh bien, je pense que le volet humanitaire n'a pas suffisamment réussi à s'unifier pour œuvrer de concert, notamment face aux défis que nous devons affronter. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que nous devons faire un examen de conscience honnête
Et donc, cette conférence est vraiment l'occasion d'abaisser certaines de ces barrières entre nous à l'échelle nationale et de définir des priorités au niveau institutionnel, renforcer la communauté humanitaire dont nous avons tous besoin pour avancer ensemble. Nous avons tous les mêmes objectifs, les mêmes principes, nous sommes animés de la même passion, donc je pense qu'il faut que cela nous anime pour affronter l'avenir. Et il y a un élément important pour moi-même et pour la coalition humanitaire, c'est que, en tant que collectivité, nous n'avons pas su véritablement motiver et galvaniser et mobiliser le public et l'opinion publique du Canada. C'est pourquoi nous devrions utiliser les ressources collectives qui sont les nôtres pour aiguiser la conscience de l'opinion publique canadienne à l'égard de l'aide humanitaire. Et nous continuons d'être dépendants de l'attention que nous accordent les médias, notamment pour ce qui est de notre financement. Et cette couverture médiatique est également le critère qui détermine les dons. Et nous sommes également dépendants des fonds de compensation gouvernementaux. Et sans cela, nous n'avons pas beaucoup d'influence et donc il faut que l'on définisse de plus en plus la façon dont nous allons susciter la réaction et promouvoir la réaction de l'opinion canadienne en cas de catastrophe. Donc il s'agit de notre responsabilité en tant que secteur de promouvoir cela et donc je voudrais souligner le rôle des ONG représentés ici, distinct du rôle des autorités et des instances gouvernementales. Et donc, en tant qu'ONG, nous devons également assumer les responsabilités qui sont les nôtres dans ce domaine. Mais lorsqu'il y a une crise qui éclate, comme on voit que c'est le cas en Syrie et qui se poursuit à ce jour, nous devons également essayer de mobiliser l'opinion, le public canadien pour expliquer quels sont nos besoins pour agir grâce à leur aide. La Syrie en est une excellente illustration, mais il y a également la crise de Gaza l'année dernière. Et donc, je pense que la crise en Syrie est quelque chose qui m'a fasciné parce que pendant l'été de 2013, en Allemagne, toutes les ONG allemandes et toutes les agences gouvernementales de l'Allemagne ont donc mobilisé leur site web pendant une journée de solidarité. Et ils l'ont fait ensemble. Ils ont réuni leur site web. Nous ne semblons pas être capables de nous fédérer de la même façon. Et donc, j'espère qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir, pendant que nous prendrons le café, nous allons pouvoir peut-être essayer d'élaborer des façons d'avancer et de progresser dans ce domaine-là. Et donc, je pense qu'il y a maintenant, en général, un déclin de la confiance de l'opinion envers le secteur non lucratif. Et donc, en dépit de cette tendance, eh bien, nos méthodes n'ont pas changé. Et excusez-moi si je dis cela, mais je pense que nous ne devons pas nous appesantir et nous laisser aller. Et donc, je suis prêt à accepter la contradiction, mais je crois qu'il faut que nous modifions notre façon d'agir pour essayer de nous mettre non pas dans le siège du passager, mais au volant. Et donc, il faut changer cela. Sinon, nous n'allons pas pouvoir faire face aux crises qui se multiplient et qui deviennent de plus en plus complexes. Il va falloir que nous mobilisions davantage les Canadiens face à des crises comme celle de la Syrie ou de la République centrafricaine, parce que le monde du Sud augmente également ses capacités, et cela se passe à l'échelle mondiale. Et pour nous, au Canada, cela a des répercussions. Et donc, pour vous, pour votre travail, les Canadiens exigent de plus en plus d'informations, davantage de transparence de notre part, et les organisations qu'ils appuient, et notamment parce qu'il y a moins de fréquentation des lieux de culte au Canada, avec les répercussions que l'on connaît pour notre action. Notre secteur est menacé par cette désaffection, et donc il faut que nous réfléchissions à la manière de réagir à cela. Nous ne pouvons pas simplement observer cette dégradation sans rien faire. Voici une longue liste de choses que j'aimerais bien voir accomplir par la communauté humanitaire du Canada, notamment davantage mettre en exergue et en relief nos principes, notre tendance au changement, et donc le ministre Paradis a mis l'accent sur les menaces qui pèsent aussi, non seulement dans le monde, mais sur notre action, et donc il a parlé de nourrir davantage le dialogue et ce qui est également de l'appuyer sur des recherches.
Et maintenant, si nous voulons vraiment parler de la façon dont on peut améliorer le financement et la communication, nous devons en parler sérieusement. C'est une chose qui me tient à cœur, de même que l'innovation, et je pense que cela nous renvoie vers les partenariats avec le secteur privé, le financement également de la participation du public. Il y a tellement de choses que nous pouvons explorer ensemble. Voilà, peut-être ce sont des objectifs ambitieux, et pour ceux qui me connaissez, ce sont des choses qui me tiennent à cœur, et si vous me connaissez, vous savez que ce sont des objectifs ambitieux que nous avons à notre centre de la coalition humanitaire pour agir davantage, même avec des moyens limités. Et justement, cela a suscité l'inscription à un MBA pour mieux comprendre ces choses-là. Et en dehors de notre collectivité, notre communauté, nous sommes confrontés à un déficit d'image nous concernant. Et nous sommes maintenant entourés ou peut-être encerclés par la culture d'entreprise. Mais je pense que nous devons essayer de réfléchir dans ce sens-là. Voilà. Alors, est-ce qu'en tant qu'humanitaires canadiens, est-ce que nous pouvons être plus audacieux, affronter l'avenir avec davantage de détermination? Oui, mais pour faire cela, il va falloir que nous abattions les cloisons entre nos organismes et je relève le défi que le ministre Paradis nous a lancé l'année dernière et cette année. J'ai vu votre discours de l'an dernier et il dit le succès dépend de notre aptitude à dépasser les approches conventionnelles et conformistes. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense que tout le monde ici est d'accord avec vous. Il faut innover. C'est possible. Et l'an dernier, nous avons accompli un progrès modeste, mais nous avons amorcé le changement et nous avons élaboré une initiative avec la coalition militaire a établi une initiative en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et constitué un petit fonds qui permet également d'agir rapidement lorsqu'il y a des micro-catastrophes. Et c'est une façon innovante pour agir en temps utile et pour optimiser les résultats de l'aide humanitaire et répondre à des désastres auxquels nous ne pourrions pas répondre tout seuls parce que nous sommes trop modestes, sur une échelle trop modeste. C'est une innovation qui nous fait peut-être dépasser ce que nous connaissons, le domaine dans lequel nous sommes à l'aise. Et cela nous permet d'établir des liens avec d'autres organisations. Alors, on dit qu'il n'y a que les Britanniques qui sachent faire de l'innovation dans le domaine humanitaire. Ce n'est pas vrai, nous pouvons le faire nous aussi. Donc, je pense que en soi, ce dernier projet est une belle innovation. Et je sais que je dépasse le temps qui m'était imparti. Et permettez-moi de dire deux ou trois choses avant de passer aux questions concrètes. Il y a eu des changements par rapport à l'organisation de l'an dernier. Et alors, nous nous sommes inspirés de la rétroaction de l'an dernier pour essayer de voir si notre communauté souhaitait ce genre de manifestation et donc agir de manière à davantage professionnaliser ce que nous faisons. Ici, nos journées en sont l'illustration. Il y a également des changements sur la façon dont vous allez participer aux différents panels et aux tables rondes. Donc, nous avons eu maintenant chaque panel, chaque table ronde représente un tout intégré, ce qui permettra de se pencher sur l'obtention de résultats concrets. Et donc, nous avons maintenant un merveilleux atrium et nous allons l'avoir à notre disposition pendant 2 jours. Et je précise qu'il va y avoir un document qui sera issu de nos consultations à la fin de la conférence. Donc, des notes sont prises et elles seront synthétisées en fin de manifestation et nous avons également une contribution importante de l'OCCAH et il va y avoir une édition spéciale du journal ou de la revue canadienne de développement international consacrée à cette conférence. Et cela fera partie des documents académiques qui seront publiés au cours de l'année prochaine. Et donc, c'est un lien important. De le dire, et comme il a déjà été mentionné, avec en effet 2 points importants. Le Canada prend un rôle comme coprésident du Good Humanitarian Donorship Initiative, et en même temps, en 2016, on va voir le sommet humanitaire mondial prendre place en Turquie.
Et on regarde ces événements avec une opportunité maintenant, en tant qu'organisateur de la conférence, de s'engager dans ces conversations en tant que communauté. Et donc, il était très important pour nous de s'assurer que cette conférence nous permette d'engager chacun d'entre vous à distiller l'intérêt de notre communauté dans ces grands événements qui se passent de par le monde. On ne voulait pas prétendre formuler une position canadienne sur le sommet humanitaire mondial, mais on a voulu s'assurer que chacun des panels y parle. Et en même temps, et très important, on vous a envoyé un sondage par courriel pour ceux qui venaient. Vous l'avez aussi dans vos dossiers. On a vraiment besoin que vous le remplissiez. Et aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que demain, la dernière session va distiller vos commentaires ici, où on va vous partager vos résultats, ce que vous pensez sur le sommet humanitaire mondial, pour en avoir une discussion ensemble. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est d'essayer de présenter quel est votre intérêt dans ce sommet et vous inclure dans cette discussion-là. Je suis tout à fait passé les heures qu'on m'avait données, mais juste just before I move on, I just have to share some housekeeping points. Mais je voudrais quand même vous communiquer une longue liste de questions d'ordre concret, mais compte tenu de notre nom, vous comprendrez cela. Donc, il y a 3 salles dans lesquelles nous allons siéger. L'atrium, la bibliothèque, qui est la salle B, et puis la salle C, qui est la salle des séminaires, qui se trouve dans le fond. Donc voilà les 3 pièces, nous allons nous réunir. Ici, nous allons avoir le webinaire, la diffusion en direct, et puis nous bénéficions de l'interprétation simultanée dans l'atrium et dans la bibliothèque. La 3e salle, celle des séminaires, ne bénéficie pas de l'interprétation simultanée. Et donc, dans les 2 autres, vous aurez les 2 langues officielles du Canada, que nous sommes heureux de vous offrir. Et il y a également une activité des médias sociaux très intense, et donc utilisez le hashtag de Twitter, et vous en aurez un particulier pour chaque session. Et si vous ne voulez pas parler au micro, vous pouvez toujours envoyer un message sur Twitter et le hashtag de la session sera attribué, et donc on pourra suivre les choses très très près. Ça fait partie du programme et vous pourrez donc voir quels sont les hashtags spécifiques de chacun des tables rondes. Et vous livrez à tout le tweeting ou tout le gazouillis qui pourra vous venir à l'esprit. Et donc, nous veillerons à que vous ayez accès à cela. Et si vous voulez tenir des réunions bilatérales à l'écart, vous pouvez le faire. Il y a des petites salles réservées à cet effet. Veuillez réserver la salle dont vous aurez besoin. Vous avez un service de concierge juste dans le fond de la salle à votre disposition. Et donc, les concierges peuvent organiser cela pour vous. Et si vous avez des difficultés concernant la conférence en organisation, si vous avez besoin de choses concrètes comme un taxi, adressez-vous au concierge. Et donc, j'ai dit en français, mais je veux dire encore, l'importance de bien remplir le sondage que nous vous avons distribué en vue du sommet humanitaire mondial. Et nous utilisons votre rétroaction pour élaborer les dernières sessions. Et donc, il faut que vous répondiez au sondage. Et cela sera ensuite synthétisé à la fin de notre réunion. Et vous pouvez le faire de plusieurs façons. Il y a un lien pour le faire. Vous pouvez le faire sur une tablette ou par téléphone. Et vous pouvez également donc essayer d'apporter cela aux organisateurs. Et donc il va y avoir une table qui sera destinée à cela. Et les toilettes se trouvent derrière moi, au sous-sol ou à l'étage inférieur. Alors, c'est par là qu'il faut aller. Le déjeuner sera servi à midi dans cette salle et à 12h30 demain. On ne peut pas fumer dans ce bâtiment. Et nous avons un programme extrêmement chargé. Donc, essayez de ne pas dépasser le temps imparti. Ne suivez surtout pas mon exemple. Et une dernière chose que je voudrais vous dire, c'est d'abord merci à tous nos bénévoles, aux organisateurs qui nous ont donné un coup de main. Vous savez, pour organiser une conférence de cette ampleur, il faut beaucoup de monde. Alors, je pense qu'il convient d'applaudir ces personnes. Bon, je pense que c'est tout pour le moment. Alors, je vais vous présenter Nick Harvey. Il est là pour nous parler du sommet humanitaire mondial. C'est lui le coordonnateur thématique pour ce sommet. Et avant de se joindre à ce groupe, il était responsable
d'une équipe DFIK au Royaume-Uni, mais à l'heure actuelle, il mène les consultations avec le sommet. Donc, il va faire le point sur le sommet, où ils en sont à l'heure actuelle, et c'est bien important parce que votre participation va permettre d'aider l'élaboration des thèmes pour le sommet humanitaire mondial. Good morning, everyone. Your Excellency. Bonjour, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs. Je suis très reconnaissant envers vous d'avoir été invité à cette conférence. Monsieur Mahmoud, qui est le responsable du secrétariat pour le sommet, regrette de ne pas pouvoir être présente, mais elle m'a dit de vous dire que, en ce qui la concerne, c'est l'une des conférences les plus importantes qui va se tenir d'ici à la conférence de février à Budapest, et en ce qui concerne les préparatifs pour le sommet. Elle a hâte d'entendre vos idées et vos réflexions à la suite de cette conférence. Et je suis, pour ma part, ravie de pouvoir participer aux discussions pendant les 2 prochains jours. Nick m'a demandé d'aborder 2 questions. D'abord, de vous donner une idée du processus actuel et où nous en sommes en ce moment, et aussi de vous parler des enjeux émergents qui découlent des consultations régionales que nous avons organisées et aussi des consultations thématiques. Mais juste pour lancer la discussion, je voulais vous rappeler l'objectif du sommet. Et je m'excuse auprès des personnes au fond de la salle qui n'arrivent pas à lire le texte, mais c'est une déclaration du secrétaire général qui a dit que nous avons vraiment besoin d'un système humanitaire mondial où chacun fait sa part. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons le premier sommet humanitaire mondial à Istanbul en 2016. Et la question clé dont on a déjà parlé consiste à déterminer comment on peut s'attaquer aux grands défis de l'avenir. Alors, premièrement, encore une fois, j'ai un acétate un peu détaillé que vous ne voyez peut-être pas, mais j'aimerais vous donner une idée du processus actuel et où nous en sommes dans ce processus. Vous voyez à droite que le sommet qui a lieu en mai 2016, bon, ça vous semble peut-être très lointain, mais pour nous au secrétariat, ce n'est pas le cas, parce que nous avons plusieurs grandes étapes à passer d'ici là, ce qui veut dire que nous avons un travail extrêmement détaillé à accomplir au cours des prochains mois. Et l'une des étapes clés, c'est cette consultation mondiale qui va se tenir en octobre de l'an prochain. Et ce sera vraiment l'occasion rêvée de mettre à l'essai quelques idées et quelques réflexions générées grâce à ces 3 processus clés qui se déroulent actuellement. D'abord, les consultations régionales, et je vais en reparler dans quelques instants. Ensuite, les consultations thématiques. Il y a 4 équipes thématiques que vous connaissez certainement: l'efficacité de l'aide humanitaire, réduire la vulnérabilité, l'innovation et les conflits. Et nous avons également une consultation en ligne et une série d'autres consultations que nous sommes en train de préparer. Par exemple, nous avons une consultation sur les affaires civiles et militaires qui va se dérouler à Singapour en avril. Il va également y avoir une grande conférence avec les responsables américains sur l'efficacité de l'aide humanitaire qui va se dérouler en juin. Donc, tous ces processus se rassemblent. Et à partir de là, nous allons préparer un rapport synthétique qui va nourrir notre réflexion au sujet des consultations d'octobre en Suisse. Et pour nous, ce sera vraiment la première occasion de mettre à l'essai les idées qui ont été générées en vue d'élaborer une vision pour l'avenir, mais aussi pour pouvoir traiter les recommandations concernant la façon d'y parvenir. Ensuite,
Cela va permettre de rédiger un rapport pour le secrétaire général en prévision du sommet de 2016. Donc, pour ce qui est des consultations régionales, jusqu'à présent, nous en avons eu 3 et il y en a encore 5 qui vont se dérouler chaque mois à partir de février. Et ces consultations constituent une source très importante d'informations sur le point de vue des diverses régions, leurs idées, leurs défis, leurs contraintes, etc., face à l'aide humanitaire. Et nous voulons nous assurer qu'il y a une bonne continuité entre ces processus et qu'on peut se servir de ces consultations pour mettre à l'essai les idées, pour pouvoir les développer davantage et en arriver à quelque chose de plus concret avant le sommet. Donc, nous en avons eu 3 jusqu'à présent. Et à la table, derrière l'écran, vous avez des résumés préparés par les coprésidents. Et vous pourrez les trouver également sur notre site web. Et comme je vous l'ai déjà dit, la prochaine consultation aura lieu à Budapest. Et elle va englober l'Europe et les autres pays. Ce n'est peut-être pas une façon très élégante de dire la chose, mais il va y avoir 67 pays participants. Et je pense qu'on peut peut-être trouver un autre titre pour cette consultation. Quoi qu'il en soit, ce sera une conversation très intéressante parce qu'elle va porter sur des questions internes, nationales dans la région, mais aussi les questions liées à votre mobilisation internationale. Donc, atteindre le bon équilibre nous semble particulièrement important. Et je pense qu'il convient de dire aussi qu'il ne s'agit pas de tenir des consultations, de remercier tous les participants et de leur dire « bon, on vous revoit en 2016 ». Nous avons mis sur pied des groupes de travail dans chacune des régions et ces groupes vont participer activement à l'analyse des conclusions de ces consultations régionales à mesure que la réflexion se développe pour qu'on puisse ensuite tous en participer, soit dans les régions ou soit en préparant des recommandations et peut-être même les diffuser avant le sommet mondial. Alors voilà pour le processus et bien sûr je vais être là au cours des 2 prochains jours. Si vous avez des questions concernant certains de ces éléments, je suis bien sûr à votre disposition. Et maintenant pour ce qui est des enjeux émergents, des choses que nous avons découvertes ou observées grâce aux consultations régionales. Et justement, il y en a 7 sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Premièrement, la priorisation des peuples les plus vulnérables qui connaissent une grande détresse humanitaire pour qu'ils puissent s'adapter plus rapidement et plus facilement après des chocs, et ce, dans la dignité. Donc, il s'agit de mettre les populations touchées au cœur de notre intervention. Donc, il y a quelques questions clés dans ce contexte. D'abord, plus de responsabilisation et une meilleure responsabilisation de tous les intervenants clés pour protéger ces gens-là, et aussi la responsabilisation des États concernés. Ensuite, il s'agit de mieux comprendre les besoins des peuples touchés et le contexte de leur vie pour adapter l'aide et la protection à leurs besoins. Et le troisième élément, c'est vraiment donner davantage voix au chapitre aux populations touchées et aussi leur donner plus de choix, par exemple des transferts de crédits et la capacité de les augmenter. Le deuxième élément concerne l'intervention locale et Nick a parlé tout à l'heure justement de la montée
ou de l'accroissement du nombre d'organisations du Sud qui y participent. Mais dans toutes les consultations régionales, ce que nous avons entendu, c'est que la localisation de l'intervention humanitaire est de plus en plus nécessaire. Et lors d'une préconsultation que nous avons organisée avant les consultations en Asie, nous avons constaté que 79% des répondants estimaient que les acteurs nationaux et locaux intervenaient le plus efficacement. Donc, je pense que les statistiques nous amènent à conclure que cette intervention localisée est très importante. Il y a aussi la question de savoir comment on peut assurer le transfert des crédits vers les régions et les localités. Et il y a eu pas mal de discussions concernant la façon d'éliminer les intermédiaires. Par exemple, des donateurs qui assurent qui fournissent de l'argent aux Nations Unies, qui donnent cela ensuite aux ONG, qui donnent l'argent ensuite à quelqu'un d'autre. Cela représente beaucoup de couches. Donc, serait-il possible d'éliminer un certain nombre d'intermédiaires? L'autre aspect important, c'est comment peut-on obtenir plus de fonds de la communauté des changements climatiques pour renforcer les capacités et mieux intervenir lorsqu'il y a un grand besoin de protection sociale. Un autre aspect de l'équation, c'est de savoir s'il serait faisable dans certains environnements que la communauté humanitaire internationale prépare des stratégies de sortie face à des crises extrêmement graves et dans quelle mesure la communauté internationale pourrait discipliner le secteur des assurances afin de savoir quel genre de mesures devraient être prises par la communauté humanitaire internationale pour que les acteurs internationaux assument les responsabilités face à ces catastrophes. Et cela suppose des liens plus étroits avec le travail qui est accompli par d'autres organismes internationaux. Aussi, renforcer l'adaptation face aux environnements de conflit. Donc là, il est question de la fragmentation des efforts et ce qu'on peut faire pour élaborer une approche plus cohérente de gestion des risques. Et je crois que c'est une question qui intéresse de plus en plus les intervenants clés. On parle de plus en plus de résilience, de la capacité d'adaptation, et on fait face à des situations où il y a une bonne planification qui va de pair avec une bonne gestion des risques. Et justement, en Afrique, il y a eu toute une conférence sur la planification par rapport à l'intervention en Syrie, justement en vue d'améliorer l'efficacité des opérations. Donc, les gens demandent de plus en plus des crédits pluriannuels de façon à assurer une plus grande continuité. Et encore une fois, au Liban, par exemple, il a été question de mobiliser davantage les investisseurs de façon à s'attaquer à différents secteurs clés comme l'éducation. Et comment est-ce que la mobilisation des organismes de développement peut être renforcée et rattachée à des secteurs clés de façon plus générale, et comment peut-on mobiliser davantage les acteurs dès le début d'une crise, tout en s'assurant suffisamment de flexibilité pour s'adapter à mesure que la situation évolue. Donc, je pense qu'on se demande si le sommet va nous permettre de trouver une solution par rapport à ce dilemme, la séparation entre tous ces éléments. Et je pense que dans ce contexte, la collaboration est essentielle. Le quatrième élément
concerne le renforcement de l'action humanitaire dans des zones de conflit. Et je pense que le ministre et d'autres ce matin nous ont parlé des principales contraintes auxquelles nous sommes confrontés. Par exemple, les lacunes en matière de droits humanitaires, les problèmes d'accès à l'aide humanitaire et l'insécurité des travailleurs humanitaires. Alors, il s'agit de savoir dans quelle mesure on peut faire en sorte que les parties concernées respectent le droit humanitaire. Et bien sûr, les organismes humanitaires ne peuvent pas se substituer à d'autres autorités, mais par exemple en Iran, nous avons su que les gens estiment que les principes de l'humanitarisme sont essentiels pour garantir une intervention efficace. Il faut aussi trouver de nouvelles façons pour mobiliser les gens, pour que les populations qui ont besoin d'humanitaire puissent y avoir accès, y compris en facilitant l'accès des organismes humanitaires. Et lors des consultations régionales, nous avons constaté que les gens s'intéressent beaucoup à l'expérience du congrès de la Convention Kampala et sa mise en œuvre en Afrique, entre autres, et éventuellement son adaptation à d'autres environnements. Ensuite, il y a la question des finances et la nécessité d'avoir des crédits agiles. Et nous constatons qu'il existe un grand écart en matière de finances à mesure que les besoins augmentent. Et nous savons aussi que les ressources réunies dernièrement semblent stagner. Donc, il faut diversifier la base de financement de l'aide humanitaire. Et nous examinons la question du financement islamique et dans quelle mesure on peut mieux coordonner la transmission des crédits vers les acteurs. Et je suis sûre que vous aurez entendu Antonio Guterres qui parlait d'un super serveur. Et je pense qu'il faut investir davantage dans la préparation. Il y a eu toute une série d'études dernièrement sur le caractère fragmentaire de la préparation financière. Et je pense qu'on a l'occasion d'obtenir plus de clarté dans ce domaine. Et aussi les obstacles au financement, notamment dans des zones de conflit. Nous savons dans certains cas que les lois antiterroristes ont influé sur l'accès au financement. Deux autres questions. Faire en sorte que le système humanitaire international soit mieux adapté à la nouvelle génération de crises. Alors, recalibrer le système face à ces nouvelles réalités. Et aussi la possibilité de miser ou de concentrer nos ressources dans les domaines où il est critique de le faire. Aussi mobiliser différents acteurs et examiner les conditions d'innovation. Par exemple, les transferts de crédits et aussi la nécessité de s'adapter aux risques en milieu urbain. Et enfin, mieux comprendre les risques rattachés à l'intervention humanitaire. C'est sûr que Valerie Amos, que vous allez voir demain, insiste pour que l'on s'assure d'avoir de bonnes données concernant l'actuelle situation financière et l'échelle de l'écart de financement. Et ce, pour être en mesure d'aller plus loin. Et bon, d'examiner la question de la transparence du financement et aussi les responsabilités des uns et des autres. Et bien sûr, comprendre les risques et avoir des liens plus étroits avec la communauté de la modélisation pour renforcer la préparation. Alors, voilà quelques éléments qui émergent et bien sûr, il va falloir qu'on les examine plus en détail pour être en mesure
de rédiger des recommandations à ce sujet et bien sûr se servir des consultations que j'ai mentionnées pour transformer ces réflexions en recommandations potentielles. Je vais donc en rester là et je suis très heureux de pouvoir dialoguer avec vous au cours des 2 prochains jours. Thank you all. Merci à toutes et à tous. Si vous pensiez que c'était beaucoup d'informations à assimiler, attendez donc vendredi soir. Je remercie à tous nos intervenants de référence. Nous allons nous accorder une pause de 15 minutes et nous retrouvons à 10h30 précise pour la table ronde de référence. Répondre aux urgences dans les endroits les plus difficiles. Donc, nous nous retrouvons à 10h30.